toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une analyse physique en compagnie de Nabil, qui n'est autre que le préparateur physique de Baysangour Shamsudinov. Pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous vous en souvenez, hein, il y a quelques mois, voire quelques années, je réalisais des analyses physiques de combattants, d'athlètes avant des très très gros combats. Et là justement, en parlant de gros combats, le 7 mars, comme vous le savez maintenant depuis un petit temps, Baysangour Shamsudinov va affronter Cédric Doumbé. Ce sera le combat principal du PFL Paris. Je vous avoue, j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre. Nabil, comment tu vas? Tout se passe bien pour toi? Ouais, ça va, parfait. Hâte d'être le 7 mars. Hâte d'être le 7 mars aussi pour voir Baysangour Shamsudinov affronter Cédric Doumbé. Petite précision aussi, Nabil, et pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, j'essaie un maximum d'être objectif. Donc là, je prends le temps de discuter avec le préparateur physique de Baysangour Shamsudinov. Je vais évidemment demander à Valentino, je pense que c'est Valentino le préparateur physique de Cédric Doumbé, et j'aurai peut-être l'occasion de lui poser les mêmes questions pour Cédric. Nabil, je t'ai présenté en tant que préparateur physique. C'est un terme qu'on entend souvent depuis un certain nombre d'années maintenant, mais pour les personnes qui voient encore flou, en quoi consiste ton travail? C'est quoi un préparateur physique en fait? Un préparateur physique, c'est l'homme, entre guillemets, qui va gérer les performances physiques de l'athlète, qui va essayer de développer ses qualités physiques, sa force, sa puissance, son endurance, éviter qu'il se blesse. Donc, en fait, quand il va arriver le jour du combat, l'objectif, c'est qu'il soit à son pic de performance. Donc, nous, on gère tout ce qui est aspect. On ne gère pas l'aspect combat, mais on a besoin d'avoir toutes ces infos-là pour, on va dire, avoir une programmation et un entraînement qui permet à l'athlète de durer aussi dans le temps. Parce que faire une préparation physique, ça te permet de durer dans une carrière, d'être beaucoup plus performant et aussi de moduler, entre guillemets, tout ça en fonction du planning d'entraînement. Des fois, il ne faut pas en faire trop, des fois, il faut en faire un peu plus en fonction on va dire, du planning et des échéances à venir. Donc, moi, je gère l'aspect performance physique. C'est intéressant que tu le précises parce qu'il faut savoir aussi que tu fais partie de l'équipe de Baysangour Shamsudinov qui est aussi évidemment composée par son coach, par son diététicien, j'imagine, peut-être même son préparateur mental. Et toi, tu es donc le préparateur physique attitré de Baysangour. Exactement. C'est bien ficelé, c'est bien huilé. Et depuis quand est-ce que tu suis Baysangour aussi? Ça, c'est une question qui est plutôt intéressante. La date, je ne pourrais pas te donner une date exacte, mais c'est Mhm. bien avant le combat contre Attila. C'est bien Ok. avant parce que la préparation a été très très longue. Et je me rappelle que ça fait, ouais, je dirais bien avant le combat contre Attila. Je pourrais même pas te donner une année ou un mois parce que tu vois, avec le Covid, tout ça, c'est compliqué un Hmm. peu Mais ouais, ça fait un moment, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble. Et c'est un plaisir de bosser avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui écoute. Tu lui dis de faire ça, il va le faire, il va même pas discuter. Il aime bien comprendre parce que comprendre, ça te permet en fait de t'impliquer beaucoup plus dans ton entraînement. Et ça, c'est super important, l'adhésion. Mais c'est vraiment pas quelqu'un qui rechigne à l'entraînement. C'est ça qui fait la diff avec en général, les gros athlètes, c'est qui s'entraînent tout le temps en année sérieusement et qui rechignent pas, quoi. Même lorsqu'il n'a pas de combat à préparer, c'est quelqu'un qui aime le travail, qui aime la préparation. Exactement, il s'arrête quasiment pas de s'entraîner. En général, il a son combat. Et à chaque fois, on lui dit, ouais, ce serait bien que tu prennes une semaine de pause ou au bout, à partir de mercredi, il repart faire un peu de boxe, un peu de footing, des trucs comme ça. Pas forcément reprendre le MMA directement, mais quand même, il garde. Souvent, il aime bien la boxe anglaise, donc il va boxer ou il fait un peu de footing ou un peu de prépa. Ouais, c'est un mordu de travail, ça se voit, hein. Et il est jeune. Il est jeune, Baïsangour, hein. Je sais qu'on le dit assez souvent, mais il n'a que 22 ans. Pourtant, on sent qu'il est très sérieux, très professionnel dans sa démarche aussi. On sait très peu de choses d'un point de vue physique, hein, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, Nabil. Mais en termes de chiffres, on n'en sait pas grand, enfin, on ne sait pas grand-chose concernant Baïsangour, mis à part le fait qu'il a 22 ans, comme je viens de le dire, qu'il mesure 1,78 m. Mais par exemple, au niveau de la longe, c'est une inconnue, c'est un mystère. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu, par exemple, de ta part, le fait de laisser planer le doute et le mystère en ce qui concerne la longe? Parce qu'on sait que la longe, ça reste quand même relativement important pour un combattant. Ouais, bien sûr, on essaie quand même de garder le max d'informations possible parce que surtout, comme je le dis sur Internet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis et fiable, les informations qu'on a sur Internet. Donc, ce genre d'informations, on essaie de les garder pour nous. Même si un jour elles sortent en public, moins il y a d'informations, mieux c'est quoi. Mhm. C'est le nerf de la guerre. Exactement, ouais, ouais, ouais. Je comprends totalement ça. Euh, Physiquement, c'est un monstre. Baïsangour Shamsudinov, franchement, il est propre, il est massif, il est sec en même temps. Toi qui le côtoies au quotidien, même si tu vas peut-être en parler un petit peu plus tard dans cette interview, mais tu le coaches pour l'instant à distance, qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans son physique à Baki?
Je dirais sa puissance, son explosivité, c'est vraiment quelqu'un de très puissant, très fort aussi. Et surtout, en plus, il arrive à garder cette endurance, on va dire, tout au long de répéter l'endurance de puissance. C'est-à-dire qu'il arrive à répéter des efforts à haute intensité. Et quand il t'attrape, en fait, c'est compliqué de sortir de là. Et pareil, si tu l'attrapes, c'est compliqué de le garder. C'est vraiment quelqu'un qui, pour son âge, il a une force surhumaine. C'est un titan un peu. Enfin, pas très grande taille, mais très, très, très fort, on va dire. C'est ça qui m'impressionne le plus physiquement. En Après, il y a fait, d'autres trucs qui m'impressionnent aussi, mais ça, c'est en dehors du physique. mais il porte bien son surnom, hein, Baki. On sait que c'est en référence avec l'animé, le manga. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Le surnom, il lui va à ravir. D'ailleurs, tous les gens qui ont tourné avec lui ou qui sont entraînés avec lui, c'est un peu ce qui est choquant, c'est vraiment cette dimension physique. Et en fait, dans un sport comme le MMA, la dimension physique, je ne vais pas dire qu'elle est rabaissée, mais elle est vraiment très, très importante. Elle est même primordiale, surtout dans une catégorie de poids comme les welters. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Parce que les welters, on va dire que ils sont assez lourds pour être vraiment puissants, mais ils sont assez légers pour être aussi techniques, hein. Corrige-moi si je me trompe. Ils sont, en fait, en général, ils sont quand même très rapides, très puissants. Et quand tu les vois bouger, ben, ils bougent comme des mecs, entre guillemets, d'un poids normal. Alors que les mecs dans la cage, ils font entre 86 88 kilos. Donc, ça reste des beaux bébés, mais qui bougent, qui sont très rapides. Et souvent, c'est quand même des mecs qui gèrent la lutte et la boxe. Et souvent, les lutteurs, ils sont physiquement très forts, très puissants, très explosifs. Et les boxeurs, ils sont très vifs, très rapides. Mhm. Et d'un point de vue esthétique aussi. D'un point de vue esthétique aussi, Nabil, puisqu'on est dans une analyse physique, qu'est-ce qui t'impressionne le plus, voire même qu'est-ce qui te choque le plus chez Baïsangour? Bah, ça, vous l'avez tous vu, je pense, et c'est comme ses dorsaux. Je Ouais. pense il y a plusieurs facteurs. C'est l'aspect génétique, bien évidemment, vis-à-vis de son père. Son père, pareil, je l'ai déjà vu torse nu, il a des dorsaux énormes. Le judo, sport de préhension avec beaucoup de tirage, ça aide beaucoup. Et vu que c'est quand même quelqu'un qui, physiquement, est très fort, très puissant, forcément, tu vas user de ça. Et au fil du temps, ben, ça va petit à petit, en fait, tu vas, entre guillemets, c'est comme un sculpteur, mais à force de travailler dessus, ben, tu vas créer un physique énorme. Donc, ça me choque, enfin, vis-à-vis de son passé, de sa génétique, ça me choque même plus maintenant. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, hein. Moi, physiquement, ce qui m'impressionne le plus chez lui, ce sont clairement ses dorsaux. Tu sais, j'ai fait un tweet à ce propos-là. Je crois que c'était une photo officielle de la part du PFL. Et je disais, tu vois, un petit peu à l'image de Bruce Lee, quand il avait l'habitude de contracter ses dorsaux, t'as l'impression. Il y a Cristiano Ronaldo aussi, qui est réputé pour avoir des dorsaux de fou furieux, mais t'as l'impression limite que ce sont des ailes. Bon, je te dis pas les fans de Cédric Doumbé qui se sont pris à moi pour me dire que j'étais un. Tu vois, ça commence par un S et ça finit par un E, si tu vois ce que je veux dire. Mais encore une fois, non, franchement, c'est impressionnant et c'est d'autant plus impressionnant qu'il n'a que 22 ans en fait. Ouais, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé encore à sa maturité musculaire, qu'il peut Mhm. encore prendre un peu de masse musculaire. Donc, ça, on va le gérer au fil du temps pour pas que ça soit trop abusé. Après, on verra le choix qu'on fera, si on reste en welter ou si on monte en middle. Après, je t'avoue qu'on pourrait rester en welter, surtout Mhm. il est jeune encore. C'est pas, on va dire, compliqué physiquement les cuttings. Même si on a raté la dernière pesée, c'était autre chose que, on va dire, physiquement ou mentalement, c'était trop dur, entre guillemets, quoi. C'est vraiment, il y a eu un blocage et voilà, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des athlètes de cet âge-là, voire même un petit peu plus jeunes ou aux environs des 22 ans, qui étaient aussi impressionnants que Baïsangour, ou tu dirais que c'est presque une anomalie en fait? Franchement, c'est une anomalie, hein, honnêtement. Pourtant, j'en vois passer des combattants ou des athlètes de haut niveau. Franchement, t'en vois quasiment. En plus, en fait, souvent, parce que les gens, ils mélangent un peu esthétique, etc. Mais lui, il a l'esthétique et il a les qualités physiques. Il y a des Mhm. gens qui ont une esthétique vraiment impressionnante, mais quand tu les vois tourner, quand tu tournes avec eux, tu te dis, ça va, en fait. Lui, quand il t'attrape, c'est très, très compliqué. Après, tu es dans un bourbier, quoi. Ça aussi, c'est super intéressant ce que tu dis, Nabil, parce que justement, je te parlais tout à l'heure de mon tweet concernant le physique impressionnant de Baïsangour Shamsudinov, et il y a énormément de personnes qui, sur ce tweet, ont commenté, bon, j'imagine que ce sont des fans de Cédric Doumbé, mais qui disaient que le physique ne fait pas le combattant, que c'est pas parce qu'il est balèze qu'il va forcément battre Cédric Doumbé. Évidemment, chose que je n'avais pas dit, hein, j'ai pas dit que parce que Baïsangour était super impressionnant physiquement, il allait battre Cédric Doumbé, mais ce qui est intéressant encore une fois dans ce que tu dis, c'est qu'il a l'air aussi dangereux qu'il ne l'est en fait. Enfin, plutôt, il est aussi dangereux qu'il en a l'air. D'ailleurs, il y a juste à voir ses précédents combats. En fait, physiquement, il impose toujours sa domination physique à ses adversaires. Surtout en plus qu'il n'a que 22 ans. Tu vas tomber avec des mecs de 26, 27, 28, 30 ans qui sont à leur maturité, à leur pic physique. En MMA, c'est souvent à cet âge-là que tu es vraiment le plus fort physiquement,
techniquement, tu as l'expérience, etc. Donc, quand tu tombes avec quelqu'un aussi de fort, tu sais le gérer. Et ben, les adversaires de Baïsangour, quand il les a attrapés, ça a été compliqué pour eux. Par exemple, je te donne un exemple avec Sander Michael, c'était quelqu'un de très fort physiquement. Euh, ça l'a surpris au tout début à Baïsangour, mais ça ne l'a pas empêché de le prendre et de l'envoyer au sol plusieurs fois dans le combat. C'est vrai que ça reste quand même une énorme force, surtout, je le rappelle, chez les welters. Ça aide énormément parce que certes, dans cette catégorie, il y a des bons strikers, mais il y a énormément de lutteurs en fait. Donc, Mhm. si tu n'as pas cet impact physique, je parle à haut niveau, je parle même pas forcément de l'UFC, mais quand tu arrives à haut niveau, les mecs sont ou soit très grands ou soit très physiques. Mhm. Ouais, ouais. Pour un power welter, en termes de taille, est-ce que tu dirais il est petit, il est dans la moyenne? Je dirais pas qu'il est petit, mais il est pas grand. Parce que Mhm. c'est vrai que quand tu vois quand tu vois déjà, je parle vraiment pour le haut niveau, ça. Quand tu vois des là, par exemple, à l'UA Warrior, j'avais un des combattants qui faisait des ceintures. Il est Mhm. tombé face à un mec qui faisait 1m93. Ah ouais. 1m93 pour 77 kilos, c'est très, très grand, quoi. Je crois que c'est la taille de Nassour. Donc, Mhm. Nassour est très grand. C'est vrai qu'on a des anomalies, mais ça ne veut pas dire que tu es très grand, que tu vas forcément être meilleur. Ça, Mhm. ça aide bien évidemment sur certaines phases, mais il a travaillé sur ça, il travaille avec beaucoup de grands pour s'habituer, aller au contact, prendre la lutte, etc. Donc, c'est pas un problème de tomber sur des grands. Après, en 84, là, c'est une autre histoire parce que c'est vraiment des mecs qui sont très grands et très physiques. De toute façon, je pense pas qu'il aura un détriment de taille par rapport à Cédric, hein. Il me semble avoir lu que Cédric Doumbé, il était à 1m77, donc ils sont vraiment très très proches. Ils doivent quasiment avoir la même taille, je pense. Ouais, ils font la même taille quasiment, donc c'est pas, il y aura pas de changement, enfin, il y aura pas d'énormes différences à ce Mhm. niveau-là, quoi. C'est juste, bien évidemment, chacun a ses dispositions physiques qui sont différentes, quoi. Par contre, on parlait de l'allonge tout à l'heure. Il me semble avoir entendu Cédric dire dans une interview accordée à RMC Sport, je pense l'avoir entendu dire qu'il avait une allonge de 200 centimètres. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est fiable. Tu penses que c'est possible ça, 200 centimètres pour un powerlifter? Franchement, ça me choquerait pas parce que j'ai pas mal étudié physiquement Cédric Doumbé. C'est vrai qu'il a une allonge énorme et c'est ce qui fait aussi Mhm. sa force. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, par rapport à sa posture, des fois, en fait, quand il met des jabs, tu as l'impression Mhm. enfin, ça va de super loin, quoi. C'est impressionnant. Et ça aussi, il profite, entre guillemets, de son physique. Il utilise son physique pour être performant et l'utiliser sur sa technique, en fait, dans ses combats. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es combattant de haut niveau, il faut utiliser tes qualités physiques pour les transférer sur ton jeu technique. Yes, yes. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude non plus de voir des combattants de MMA. Encore une fois, tu me corriges si je me trompe, si t'es pas d'accord avec moi, tu me le dis. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir l'habitude de voir des combattants de MMA avec le physique de Baïsangour, c'est-à-dire aussi athlétique, aussi massif, encore une fois, et en même temps sec. C'est presque un physique de bodybuilder. T'es d'accord ou pas, Nabil? Ouais, c'est vrai. Après, bien évidemment, pour un 77, c'est vrai que le haut du corps est très développé, mais il a pas des jambes non plus. Il Mhm. a des jambes, on va dire, athlétiques, mais c'est pas des jambes énormes. Parce que là, à Mhm. partir de là, s'il aurait des jambes énormes, il pourrait jamais faire 77 kilos. Ce serait pas possible. Faudrait lui couper une jambe pour valider la pesée. Mais c'est vrai que physiquement, c'est quand même impressionnant pour un 77. C'est un rock, vraiment. D'ailleurs, même sur les photos, c'est impressionnant, mais en vrai quand tu le vois torse nu que tu es à côté de lui, c'est quelque chose, quoi. Tu le ceintures, déjà pour le ceinturer, c'est Mhm. compliqué. Et pour garder la ceinture, là, c'est encore plus difficile, quoi. Ouais, ouais. Ça se rapproche un petit peu de Polo Costa, hein. Les gens vont dire que j'abuse, mais on est pratiquement là-dedans. C'est pratiquement du Polo Costa, hein. Il y a juste la taille qui diffère, hein, mais c'est vrai qu'il est. Franchement, d'ailleurs, il faut le voir pour le croire. Baïsangour, il est vraiment. Ça choque, en fait. Et souvent, les gens, quand ils le voient pour la première fois, ils se disent: ah ouais, c'est un animal, quoi. Mhm. Et pour un mec de 22 ans, en fait, c'est encore plus ça qui est choquant, quoi. Ouais, tu sais, comme on dit chez nous, comme on dit dans notre communauté, Tabarakallah alik, j'ai pas envie de le haïr, hein, mskin, tu vois, j'ai pas envie de lui porter l'œil, mais Tabarakallah alik. Encore une fois, on parlait de Paulo Costa, hein, on sait que Paulo Costa, Nabil, c'est un combattant de MMA qui, hors compétition, il peut dépasser les 100 kilos. Enfin, il a un gros cutting pour valider, lui, les moins de 84 kilos à la pesée. Baïsangour Shamsudinov, quand il est hors compétition, il tourne à combien de kilos? Ça dépend, mais on va dire, je vais prendre une fourchette assez grande, mais entre 91 et 93 kilos, quoi. Ok, Mais plus ouais, ça va. 92, 93. Ouais, c'est pas non plus un énorme. Parce qu'il a une grosse densité musculaire, en fait. Il est très Mhm, dense. Et quand tu le vois de profil aussi, il est très, très large, en fait. C'est ça qui mhm. fait qu'il est très lourd, entre guillemets, pour sa taille. Ah, parce qu'il n'y a pas énormément de gras en vérité. Non, parce que même à 93 kilos, il a abdos saillants.
il a pas l'air. En fait, tu le vois, à 93 kilos, tu te dis, en vrai, franchement, il pourrait combattre en 84 large à ce Mhm. niveau-là, quoi. Parce qu'il n'est pas gras. Franchement, même à 95, je pense pas qu'il serait très gras, quoi, au final. Mhm. C'est peut-être un petit peu la différence avec Cédric Doumbé, justement, parce que je sais que Cédric, il y a quoi, il y a 2 3 semaines, il a tweeté qu'il était à 93 kilos. Je pense qu'il y a plusieurs années auparavant, je crois qu'il a dû monter jusqu'à 95 kilos, sauf que Cédric, tu le vois au niveau de ses joues, notamment qu'il a pris du poids, il n'est pas vraiment à son max physique hors compétition. C'est peut-être un petit peu la différence avec Baki, c'est-à-dire qu'il arrive à 93 kilos, mais il reste propre physiquement, ce qui peut ne pas être le cas forcément de Cédric Doumbé. Ce qui ne veut pas dire que Cédric ne va pas arriver affûté comme jamais à 77 kilos. Hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est bien habile. Vaut mieux que je le précise pour les fans de Cédric Doumbé. Un bon vivant, je pense, Cédric, en dehors des combats, enfin, en dehors des camps, etc. Il se fait plaisir au niveau de la nutrition. Après, il se lâche, il a raison, il a une longue carrière. Au bout d'un moment, c'est compliqué de rester régulier tout au long de l'année, de manger proprement. Baïsankour, il se fait plaisir, mais quand même, 80% du temps, il fait attention. Quand je dis attention, il ne compte pas les calories, etc. Mais il mange, on va dire, des plats sains qui ne sont pas abusés en termes de gras ou de sucre ou de sel, quoi. Mais de temps en temps, il se fait plaisir et tu es obligé. Sinon, psychologiquement, c'est trop dur. Je pense aussi le fait qu'il soit jeune, ça aide beaucoup et qu'il s'entraîne beaucoup en fait. Vu qu'après les combats, il s'entraîne, il continue d'être actif, ça aide de ne pas remonter, de finir trop gras, entre guillemets. Alors Cédric, je ne connais pas sa charge d'entraînement en dehors des camps. J'ai entendu dire qu'il ne s'entraînait pas tant que ça en dehors des camps. Alors après, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'en dis pas plus, quoi. Et puis c'est vrai aussi que comme tu l'as précisé, l'âge c'est important. Hein. À 22 ans, je pense que ton métabolisme est peut-être plus rapide que quelqu'un qui a dépassé les 30 ans proportionnellement à la personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Cédric, à 22 ans, avait peut-être un métabolisme plus rapide qu'il ne l'a à l'heure actuelle à plus de 30 ans. Après, il y a l'aspect génétique aussi. On sait qu'il est Mhm. camerounais. On sait que les peuples d'Afrique de l'Ouest ont une génétique exceptionnelle. On le voit d'ailleurs à Mhm. l'UFC. Quand tu vois des Kamaru Usman, c'est des anomalies. C'est pareil. Adesanya, c'est différent. C'est vrai qu'il est grand. Il n'est pas musculeux, mais son physique fait qu'il est performant aussi. Il y a plein d'exemples qu'on a dans la boxe, la lutte, etc., quoi. Ça aussi, et franchement, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu et insisté pour discuter avec toi, Nabil, parce que ça c'est super intéressant et je pourrais en parler des heures. Là, tu parles, on va dire, comment on va dire ça? Bah ouais, de l'importance de l'origine, de son ethnie dans le physique et dans les qualités athlétiques que tu peux développer. Tu nous parlais des populations d'Afrique de l'Ouest, comme c'est le cas pour Cédric Doumbé, qui est originaire du Cameroun. Suffit de parler de Francis Ngannou, lui aussi, c'est incroyable, mais vrai, tu vois. Un Anthony Joshua aussi, qui est originaire du Nigeria. Mais en ce qui concerne les personnes qui sont issues des pays de l'Est, et notamment, comme c'est le cas pour Baïsankour Shamsudinov, de Tchétchénie, de tête, j'ai pas en mémoire un Tchétchène aussi propre physiquement que Baïsangour. Et encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être que j'oublie quelqu'un, mais je sais pas, moi, Khamzat Chimaev n'est pas aussi massif que Baïsangour Shamsudinov. Les Tchétchènes, c'est quoi peut-être je sais pas, leur aptitude physique, même si on sait évidemment un cas n'est pas l'autre. Hein. Dans les pays du Caucase, c'est des pays quand même assez montagneux, Mhm. durs, où la vie est dure. Et ça joue en fait sur l'aspect aussi culturel. L'aspect du combat dans ces pays, le combat, c'est vraiment culturel, ça fait partie du quotidien. Les jeunes là-bas, s'ils ne savent pas se battre, mais c'est compliqué la vie parce ils risquent de se faire harceler. Si tu sors de l'école et que tu ne sais pas te battre, ça va être très compliqué. Donc ça joue en fait. L'aspect Mhm. culturel, l'aspect génétique aussi de vivre dans un pays montagneux, ça t'aide pour ta condition physique. C'est vrai qu'il y en a sûrement des mecs peut-être qui ont un physique identique ou même un meilleur physique que Ben Sangour, mais c'est vrai que tu n'en as pas tant que ça. Après, je pense que ça joue aussi avec la nutrition, parce que par exemple, en Afrique de l'Ouest, ils ont une nutrition à base de poulet, de poisson, de riz, beaucoup de légumes, des fruits à racines, type les carottes, patates douces. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, tout ce mélange fait que ils ont une génétique quand même exceptionnelle, les gens de l'Afrique de l'Ouest. Et quand tu vois, par exemple, à l'Afrique de l'Est, c'est plus des sportifs d'endurance. Tandis que Mhm. l'Afrique de l'Ouest, c'est plus des sportifs, des sprinteurs. Quand tu vois les Jamaïcains, ils viennent d'Afrique de l'Ouest. C'est des sprinteurs, on a les lutteurs sénégalais, tout ça, tout ça. Et eux, je pense qu'en Tchétchénie, Daghestan, ce qui fait qu'ils sont, on va dire, exceptionnels, entre guillemets, en MMA, c'est Mhm. l'aspect culturel, parce ils font beaucoup de luttes, du sambo, etc. Il y a l'aspect aussi, en Tchétchénie, la guerre. Ça reste un peuple, entre guillemets, qui a été forgé par la guerre, Mhm. que ce soit les anciennes et les nouvelles générations. Et ça aide, en fait, dans l'entraînement, parce que le mental,
et le physique, ça va ensemble. Si tu as un bon physique, mais que tu as un mental, on va dire bancal, tu ne vas pas performer à très haut niveau. Incroyable. Franchement, moi, je raffole de ce genre, je raffole de ce genre d'analyse. Et tu parlais aussi du fait que ces populations-là viennent de régions montagneuses à haute altitude. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est quelqu'un comme Khabib, par exemple, qui effectue généralement une partie de sa préparation ou toute sa préparation dans les montagnes du Daghestan. Bon, on sait que Baïsangour, lui, je pense qu'il est arrivé assez tôt en France. Mais est-ce que tu dirais que le fait d'être originaire de populations issues de montagnes, en quelque sorte, ça peut aussi t'aider d'un point de vue endurance? Bien sûr, parce que la génétique joue, entre guillemets. Tu viens d'un peuple qui vit dans les montagnes, donc forcément, tu t'en rends pas compte, mais forcément, ça t'aide en fait physiquement. C'est sûr que ça a une incidence. D'ailleurs, le principe de s'entraîner, on va dire, il y a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien évidemment, sinon ça va être un peu long, mais les footeux, ils le font souvent. S'entraîner en montagne, Mhm. préparer les camps, on va dire, avant les grandes compétitions. Et en fait, t'entraîner en montagne, ça va énormément aider sur l'endurance, la récupération. Et forcément, sur le long terme, sur une carrière entière, c'est des petits détails qui font que ça va te permettre de performer au haut niveau. C'est pour ça qu'ils font les camps dans les montagnes. C'est beaucoup plus dur de s'entraîner en montagne. Mais souvent, la meilleure façon déjà, c'est de vivre à la montagne. Vivre à la montagne, ça va te permettre d'avoir une endurance décuplée quand tu arrives à la compétition. Et souvent, au niveau, maintenant, la nouvelle méthode, c'est s'entraîner à basse altitude, mais de vivre en haute altitude. Parce qu'en fait, la problématique de s'entraîner à haute altitude, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je le dis, mais s'entraîner à haute altitude, ça ne te permet pas de mettre des intensités énormes. Et le problème du MMA, c'est que ça reste un sport avec des grosses intensités, même si c'est hybride. Donc voilà. Non, c'est top, franchement c'est top, hein, n'hésite pas. Et dans le cas précis de Baïsangour Shamsudinov, tu dirais que c'est un combattant qui a une grosse endurance, que ce soit en préparation, que ce soit en combat? Franchement, il a une bonne endurance. Après, ça ne sera pas un Colby Covington, ça c'est sûr, parce que son profil fait que vu qu'il est explosif et puissant, tu ne peux pas Hmm. être un mec qui est très endurant comme un Max Holloway, par exemple. Mhm, C'est pas mhm. possible d'avoir les deux. Le jour où tu trouves un athlète qui a les deux, parce que par exemple, Khabib, c'était vraiment, il était endurant sur sa lutte, parce qu'en fait, il a tellement maîtrisé ce pan. Mais si tu mixais un peu trop, d'ailleurs, on le voyait quand il commençait à arriver au troisième round, souvent son troisième round, c'était un round de récup. Parce que Mhm, l'intensité qu'il mettait dans ses combats ne lui permettait pas de tenir sec rounds. Donc c'est mhm. pour ça, comme Conor McGregor, c'est un puncher, c'est un mec ultra puissant, mais qui a une endurance qui, au fil du temps, va baisser. Un Max Holloway, il ne va pas s'arrêter de débiter tout le long. Baïsangour, c'est plus un profil explosif puissant. Il reste endurant, mais ça reste plus un profil explosif. C'est en rapport avec les fibres musculaires rapides, fibres musculaires lentes, parce que je sais que j'en parlais justement, je sais plus c'était avec qui, mais avec un autre préparateur physique, on parlait de cette histoire de fibres musculaires rapides et lentes. Je pense que j'ai le souvenir de lui avoir dit que la nature ne te gratifie que d'un seul cadeau à la fois. Soit tu as la puissance et pas forcément l'endurance, comme tu l'as dit, quelqu'un comme Conor McGregor qui peut être explosif sur 2 rounds et puis à partir du troisième monte des signes de fatigue. Soit tu as l'endurance mais pas forcément la puissance. Tu en as parlé, Max Holloway ou quelqu'un comme Ned Diaz. Baïsangour, c'est plus des fibres musculaires rapides, tu dirais? On peut dire ça, ouais. Après, souvent, il y a un mix entre les deux. Tu peux quand même, ça dépend de quel côté tu vas aller, parce qu'il y a un côté où c'est plus simple d'aller que de l'autre, mais tu peux quand même développer des fibres lentes si tu en as peu, ou développer des fibres rapides si tu en as peu. Là, je simplifie vraiment, hein, parce que c'est un Mhm, peu plus complexe que ça, mais il y a pas mal de paramètres qui font que tu vas le développer. Il y a ton passé sportif. Si mhm, tu as fait de la lutte, tu vas être quand même quelqu'un d'explosif et très endurant sur les efforts explosifs. mhm. Si tu as fait des sports d'endurance, tu vas être naturellement plus endurant. Et avec l'âge, par contre, petit à petit, ton explosivité, ta puissance régresse. Surtout, la priorité, souvent, c'est la vitesse qui descend. C'est pour ça que les sprinteurs, ils ne font pas des longues carrières. Mais la puissance et l'explosivité, à partir d'un certain âge, elles baissent. Mais souvent, les athlètes de très haut niveau en MMA, ils compensent avec l'expérience, la gestion, ils se gèrent mieux, ils sont techniquement plus affûtés, donc ils se fatiguent moins. Mais c'est vrai qu'avec le temps, l'explosivité, la puissance descend, tandis qu'en général, l'endurance musculaire, tu la perds pas. Ou tu la perds à partir d'un âge où ta carrière est déjà finie depuis un moment. Tu sais, il y a très peu de critiques qu'on peut faire à la carrière de Baïsangour Shamsudinov. Encore une fois, il n'a que 22 ans, donc marge de progression technique et physique gigantesque et énorme. Mais peut-être que l'un des seuls reproches que j'ai vu pas mal de personnes lui faire, et en plus je lui ai posé la question à Baki en interview, mais c'est le fait qu'il finalise pas forcément assez ses adversaires à leur goût. Alors Baïsangour, lui, m'a dit que c'était top pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui permettait d'engranger un maximum d'expérience. Mais étant donné que Baïsangour
est un combattant puissant, que j'ai entendu dire plusieurs personnes aussi qui frappaient fort à l'entraînement. Comment est-ce que tu expliques que pour l'instant, en 8 combats, après le ratio est bon, hein, le ratio est bon parce qu'en 8 combats, il a mis 3 KO TKO. Après, je pense l'avoir jamais vu coucher quelqu'un comme ça sur un seul coup. Mais comment est-ce que tu l'expliques cela, le fait que pour l'instant, apparemment, il n'arrive pas à retranscrire la puissance qu'il peut générer à l'entraînement à ses combats? Parce que je pense que, honnêtement, vu qu'il est sur un début de carrière assez jeune, en construction, entre guillemets, ses combats, il prend peu de risques. Mhm. Ses combats, il prend peu de risques. D'ailleurs, il y a juste à voir les stats de ses combats, il prend très peu de coups. On ne l'a jamais vu saigner, on ne l'a jamais vu marquer au visage, etc. Et c'est sûr que moins tu prends de risques, moins tu auras, on va dire, de vrais résultats. Après, je pense aussi qu'il gère ses combats pour les dominer de A à Z et vraiment créer une domination et s'habituer parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire que c'est une excuse. C'est sûr que c'est pas Cédric Doumbé en termes de finish. Ça sera, je pense, jamais Cédric Doumbé, c'est normal. Mais il y en a qui vont, on va dire, qui vont parler d'excuses. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu vas arriver à un haut niveau en MMA, plus l'écart, il y aura moins d'écart entre les combattants. D'ailleurs, on le voit, il y a juste à voir les stats de l'UFC pour ceux qui veulent aller les voir. Plus tu arrives à très haut niveau, moins il y a de KO, de TKO, de soumission. Il y a plus de décisions. Et je pense que Baïsangour, c'est une force. C'est sûr que c'est une force de finir la décision parce que ça te permet d'avoir beaucoup plus d'expérience dans la cage, de te gérer un peu plus. Mhm. Après, c'est sûr qu'en termes mince, j'ai perdu le mot. En termes d'opportunités, les grosses organisations, elles aiment les finishers. Elles aiment les finishers, c'est plus sympa à voir. Pour les gens aussi, c'est moins impressionnant. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient Cédric Doumbé favori. C'est parce que c'est sûr qu'un mec qui éteint tout le monde, je te Mhm. dis, le mec, il est vraiment chaud. Et bien sûr que Cédric Doumbé, il est très, très, très chaud. Ça, on ne dit pas le contraire. Mais un mec qui finit souvent la décision, etc., mais qui domine complètement ses combats de A à Z, qui ne perd pas les rounds, c'est moins impressionnant. Je pense que pour le moment, il est dans la gestion. Il tourne avec des mecs comme Nassourdine, Khamzat Chimaev. Tu ne peux pas, sur tes sparring partners, finir des mecs comme Nassourdine, Khamzat toutes les semaines. Ce n'est pas Mhm. possible. Parce que vraiment, lui, en fait, quand il s'entraîne vraiment avec des mecs forts. Et pour préparer, t'entraîner à mettre des KO. D'ailleurs, bon, il y a des sparring qui ont Mhm. été leaks. On voit qu'il met des KO qui sont sur des mecs qui font 100 kilos dans la vie de tous les jours et c'est des athlètes pros. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en mettre. Après, dans la cage, petit à petit, ça va se débloquer, ça va se faire. Il bosse sur ça en plus et ça va venir. Il ne faut pas oublier que de base, même s'il strike beaucoup, c'est plus un judoka qu'un boxeur, quoi. Mais Ça c'est viendra clair avec qu'on le temps. Ouais, ça viendra avec le temps et c'est clair qu'on peut ressentir toute sa puissance, notamment quand on voit ce qu'il fait aux entraînements. Et tu parlais de ces fameux sparring qui malheureusement ont leak. On a bien compris que Baïsangour, il avait aussi de la puissance à revendre au niveau de ses points. Et pour revenir à son actualité chaude, c'est-à-dire ce prochain combat le 7 mars, je le rappelle, comme main event, j'allais dire plutôt main event du PFL de Paris contre Cédric Doumbé. Nabil, explique-nous comment vous allez vous y prendre, comment tu vas t'y prendre pour préparer Baïsangour pour qu'il soit le plus en forme, le plus fit possible physiquement du coup le 7 mars contre Cédric Doumbé. Est-ce qu'il y a par rapport aux autres préparations des changements que tu vas effectuer? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la préparation parce que ça va donner des infos, entre guillemets, sur le game plan. Mais bien évidemment que chaque préparation est différente en fonction de l'adversaire. Parce qu'en fait, comme je le disais en début de vidéo, la préparation, elle s'adapte aussi avec le game plan. Tu ne peux pas faire, entre guillemets, une préparation générale quand tu es en training camp. Tu es obligé de t'adapter au game plan prévu, au physique de Baïsangour. Après, bien évidemment, tu es obligé quand même de bosser, pas forcément tout, mais de prendre un peu plus large parce que tu ne sais jamais comment le combat il va se passer. Tu peux avoir un game plan, mais à partir de la 30e seconde, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et tu dois changer ton truc. Donc, il doit être performant physiquement et on s'adapte. À chaque préparation, il y a des différences, il y a des petits trucs comme module pour qu'on soit le plus performant possible et qu'il soit le plus en forme possible le jour J. Après, je ne rentrerai pas dans les détails de la prépa parce que voilà, mais bien évidemment qu'on s'adapte à chaque prépa. Tu veux pas nous donner le game plan? Non, je rigole, évidemment, évidemment. Évidemment. Mais au niveau des peut-être des changements, je pense que tu vois où je veux en venir, mais à son précédent combat qui malheureusement a été annulé, c'était contre Félix Klinkhammer pour la ceinture des poids welter Ares, pesé raté de la part de Baïsangour. Au niveau du cutting, est-ce que tu seras peut-être plus exigeant envers lui au niveau de sa diète, par exemple, je sais pas, pour lui permettre de cette fois-ci valider les 77 kilos à la pesée si le combat se fait chez poids welter? Parce que j'ai toujours pas vu de confirmation de la part du PFL concernant le poids du combat.
Bien évidemment, comme je le disais, enfin, quand on s'est dit, entre guillemets, avant la vidéo, on a appris des leçons. C'est toujours une petite claque derrière la tête. Je dis pas qu'on est toujours confiant parce que tu peux toujours rater une pesée, ça c'est sûr. Là, on va mettre toutes les chances, entre guillemets, de notre côté. On a quand même vraiment pris l'avance. On a fait attention avant même que le combat soit officiel. Parce que à l'origine, on ne devait même pas combattre à cette période-là. On devait plus combattre après le Ramadan, plutôt mai-juin. Mais on Mhm. se dit, on ne sait jamais voilà, ce qui peut se passer. Si tu as un combat en mars, ça pouvait être que mars ou mai-juin. Donc on restait quand même, on n'est pas monté trop haut. On fait attention à ce qu'on mange. Et on a préparé en amont, on a anticipé en fait tout le processus de perte de poids et de préparation physique pour être prêt le jour J, avoir une pesée qui se passe bien et tout en rebondissant correctement, quoi. Ok, parfait. Et j'y pense à l'instant. C'est vrai que je t'ai pas posé cette question-là, mais depuis justement cette pesée ratée de Baïsangour, c'était quoi? C'était l'Ares 17, 18, si je me souviens pas. 17 je crois, oui. Ares 17. En fait, il a fait quoi? Il a continué à s'entraîner, il est resté en France. Enfin, comment ça s'est passé depuis pour Baïsangour? Il devait partir faire un camp en Tchétchénie, mais ça ne s'est pas fait. Mais il a continué à s'entraîner correctement. Il est resté carré à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, c'est quand même un mec qui s'entraîne beaucoup. Après, il a pris une pause de une semaine bien après on va dire après la pesée. Après, il se sentait en forme, hein. Le lendemain même, lui, il voulait, même le soir même de la pesée ratée, il voulait combattre, entre guillemets. Il était chaud pour combattre. Il avait cette motivation pour combattre. Mais bon, le combat a été annulé. Donc, voilà, on ne pouvait pas insister. Mais il se sent en forme, franchement, il se sent confiant. Il n'y a pas de souci de santé. Il n'y a pas eu de souci de santé. Il y a eu des tests. Il n'y a pas eu de souci de santé. Donc, vous inquiétez pas pour ça, quoi. Bon à savoir. Bah écoute, Nabil, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais de mon côté, je pense qu'on a été assez complet. Non, franchement, j'espère que voilà, le combat, on aura un beau combat, une belle opposition. Franchement, hâte d'y être. Voilà, donner de la force à Baïsangour aussi pour ceux qui le soutiennent. Juste, pas d'insultes, les gars, on reste correct, que ce soit pour envers Doumbé ou envers Baki. N'oubliez pas que ça reste du sport. C'est super important qu'on garde, entre guillemets, une bonne image du sport dans le MMA. Et voilà, rendez-vous le 7 mars. Rendez-vous le 7 mars, ça va péter. Et puis Nabil, peut-être nous donner je sais pas, ta chaîne YouTube, tes réseaux sociaux, fais un petit peu ta promo aussi, hein. Après, ouais, je suis un peu présent sur YouTube. Je parle un peu voilà, du MMA, de préparation physique. Donc, vous pouvez me suivre, c'est Nabil Takali. Et pareil, sur Insta, je parle de préparation physique pour les sports de combat. Donc, n'hésitez pas à me follow. Pareil, c'est Nabil Takali, Takali, sur les réseaux. Voilà, voilà. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force parce que c'était vraiment super intéressant. Merci Nabil pour l'échange. Franchement, j'ai kiffé. Bonne chance, bonne préparation hein, pour le 7 mars. C'est vrai que ça arrive vite. Hein, c'est dans moins de 2 mois. Ça arrive très très vite en vérité. Tant mieux, tant mieux. Ouais, comme ça, 7 mars, vous êtes prêts comme jamais. Et nous aussi, on sera prêts à regarder ce combat entre Cédric Doumbé et Baïsangour Shamsudinov. Nabil, encore une fois, merci. À la prochaine pour une nouvelle interview.